Mais il faut dire que je n'étais pas un immigrant reçu. J'étais venu ici comme touriste, puis j'ai resté ici comme illégalement pendant presque 10 ans pour réglementer tous mes papiers, mes affaires. Tu sais, je ne pouvais pas acheter une auto, je ne pouvais pas avoir un compte à la banque, je ne pouvais pas rien faire. Bienvenue à cet épisode spécial, le 20e épisode. On a l'honneur de recevoir quelqu'un qui sort très peu souvent devant les caméras pour nous parler et c'est le fondateur des chaussures Rubino, Vincenzo Rubino. Bonjour. Bonjour. Qui est aussi le père de Angelo, qui est aussi le père de Gerardo qu'on a vu à l'épisode 10 et Sabrina, bien sûr, qu'on va nommer. On t'a vu une apparition à l'épisode 5 avec Taïna Chalifou. Pause. On t'arrête de filmer le podcast. Tu viens de rentrer dans le... Manqué c'est mon film. Alors, tu sais quoi, je cède ma place à Vincenzo Rubino. Seigneur, c'est lui le fondateur de Rubino. Alors, c'est un expresso avec Vincenzo. Ciao, Alors, Vincenzo. C'est toi qui va faire le podcast. Ok, nice. O faccio in italiano. Aujourd'hui, on va vraiment faire le backstory de qui est Vincenzo Rubino, cet homme qui est peu connu, mais que tout le monde veut connaître. On va parler aussi de la famille, de plusieurs trucs. Pour commencer, ton backstory, OK? Ton village, là, je vais le dire, Novivelia, désolé. Exact. Ton parcours, ton immigration au Canada. Tu as commencé, tu travaillais dans l'entertainment, dans les cinémas ainsi que les discothèques. Avant qu'on parle du backstory, on peut-tu faire un cheers? Mais oui, j'ai 20e comme épisode. Coffee Talk, j'ai Salute. sauté. Salute. Un bon café espresso avec mon fils. Avec Vincenzo. C'est spécial, hein? C'est spécial, oui. Ouais. Hey, c'est un espresso avec Angelo, là, Frank. Trompe-toi pas. Aujourd'hui, Frank qui a troqué son rôle de co-animateur pour être l'animateur de l'émission. Exactement. Puis, merci, Frank. Je suis content que tu prennes le lead sur cet épisode. Puis, j'ai très hâte de voir quel genre de questions tu nous as préparées. Tu as l'air d'être extrêmement prêt. Extrêmement Puis, préparé. Je voulais juste remercier mon père Oui. de se prêter au jeu. Je pense que c'est un épisode qu'on va pouvoir garder, qu'on va pouvoir montrer à nos enfants un jour, peut-être à nos petits-enfants, à les enfants de nos enfants. Fait que je suis très content de recevoir mon père, Vincenzo. Mais pour moi, c'était un plaisir. Puis Francis qui essaie aussi d'apprendre un peu d'italien. Fait qu'à chaque fois, là, il apprend quelque chose de nouveau. Mais moi, je pensais qu'on l'avait adopté, comme oui? j'avais un 4e fils. Ben oui, j'y ai appris Alors, tantôt. j'ai dit, avant qu'on lui donne le passeport italien, il faut qu'il apprenne à parler l'italien. Frank, c'est-tu clair? Sono pronto. Bravo, molto piacere. Une fois, moi et Angelo, on courait, puis j'ai dit à Angelo que ma mère était barmaid à l'Horizon et que mon père a rencontré ma mère à l'Horizon. Et là, il a dit, Moi, je pensais que c'était à l'Octogone. Toi, tu me dis l'Horizon. L'Horizon. À l'Horizon, OK. Mais je pense que mon père, c'était un gars qui aimait ça, sortir. C'était un nightlife guy. Je pense mais que... il faut dire que dans les années 80-85, c'était vraiment la mode de la discothèque. C'était là. Donc, il n'y avait rien d'autre à faire que tous les jeunes y allaient dans des discothèques. Il n'y avait rien d'autre à comme faire. Il n'y tout le avait pas Internet, Frank. C'est Exact. ça. On ne perdait pas le temps. Il n'y avait pas de podcast non plus. La mère de Francis, elle travaillait à l'Horizon. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton expérience, là? C'était quoi dans ces années-là, les discothèques, le nightlife? Écoute, c'était quelque chose d'inexplicable. Parce que tous les jeunes... L'Horizon, c'était la place. C'était la place de Montréal qui fonctionnait la plus. Tu allais là le lundi soir, mardi soir, durant la semaine, il y avait toujours du monde. Tu voulais passer du beau temps, tu voulais prendre un verre avec les amis. Tu allais là, il y avait du monde. C'était dans l'est de Montréal, right, l'Horizon? Montréal-Nord. Oui, à Montréal-Nord, sur Henri Bourassa, près de la Cordaire. Ah! Alors, peut-être on peut parler justement de ça. De Montréal-Nord. Mais j'aime, avant de passer à Montréal-Nord, j'aime beaucoup le fait que
tu amènes que c'était une autre époque. Parce qu'aujourd'hui, ça n'existe plus, ces établissements-là. Ah, Il exactement, n'y a plus de. Aujourd'hui, c'est des restos-bars, il n'y a plus de discothèques, d'endroits spécifiques pour aller prendre un verre, juste boire. Exact. Là, les jeunes, ils allaient là pour prendre un verre, pour danser, et puis de se défouler. C'était les disco time. C'était vraiment... Les années disco. le temps de John Travolta, puis des Bee Gees avec les discos. C'était la folie furieuse, là. On parlait de Montréal-Nord, on va faire un petit transit vers ça. Tu as habité à Montréal-Nord. Exact, exact. Moi, je suis arrivé ici quand j'avais 13 ans. OK. Puis j'avais fait mes études en Italie, 8 ans d'école. C'est obligatoire. Tu dois faire 5 ans de primaire, puis 3 ans de supérieur. OK. Puis après, le gouvernement n'a plus le droit de dire que tu dois continuer à aller à l'école. Donc, j'avais fait comme ici la 11e année. Puis j'ai décidé de partir parce que j'avais ma soeur qui était ici, était mariée avec son mari. Et puis j'ai dit, je vais aller au Canada. Je ne savais pas où j'allais, mais je suis venu ici, puis je me suis vraiment intégré rapidement. C'est un terre que j'ai tout de suite j'ai aimé, vraiment. Qu'est-ce qui t'a marqué le plus quand tu es arrivé au Canada? Mais c'était, écoute, qu'est-ce que ça m'a marqué de plus? C'était justement la liberté que les jeunes y avaient. Moi, d'un petit village que je venais, c'était pas la même chose. Tes parents étaient là, ils te contrôlaient, tu étais jeune, c'est pas que tu pouvais faire ce que tu voulais. Puis même si tu aurais voulu faire ou tu aurais eu la possibilité de faire, tu pouvais pas parce qu'il n'y avait rien. Il n'y avait pas de discothèque, il n'y avait pas de restaurant. Mais tu arrives ici, tu es dans une grande ville, Montréal. Donc, j'ai commencé à découvrir toute cette nightlife, l'expérience des jeunes. Puis j'ai été à l'école. J'ai été à l'école au coin de Henri Bourassa et Lacordaire. Pendant une période de temps à une école anglaise. Il y avait beaucoup de migrants, il y avait beaucoup de gens qui venaient de l'extérieur du Canada, puis il y avait aussi des jeunes Québécois qui venaient apprendre l'anglais. Mais après 6 mois, ils m'ont mis dehors parce que je me suis chicané avec des gens dans l'école. En passant, mon père, c'était un fighter. Là. Okay. Je ne me tenais pas en place. J'étais toujours là pour me battre pour les plus faibles. Puis, j'étais assis à la table avec mon... comment on dit? Des amis? Oui, un ami d'école. On était dans la même classe. Puis, et il se faisait toujours insulter. Et à un certain moment, j'étais tanné là, de le voir que le monde l'insultait. Puis, je me suis battu pour lui, puis après ça, j'ai perdu ma place à l'école. Puis, en sortant de l'école, on fait quoi quand on se fait mettre dehors? J'ai continué sur le marché du travail. Mon frère, il y avait un café. J'ai commencé à travailler dans les cafés de mon frère. J'ai toujours travaillé pour la famille jusqu'à l'âge de 27 ans. Quand je me suis marié, j'ai travaillé pour la famille. Mais il faut dire que je n'étais pas un immigrant reçu. J'étais venu ici comme touriste. Puis j'ai resté ici comme illégalement pendant presque 10 ans pour réglementer tous mes papiers, mes affaires. Je ne pouvais pas acheter une auto, je ne pouvais pas avoir un compte à la banque, je ne pouvais pas rien faire. Je travaillais et je me gardais un peu d'argent de côté. Puis... Tu survivais dans le fond. Exactement. Mais j'aimais tellement le Québec que j'avais appris à parler le français très bien, je me débrouillais très bien, j'avais plein d'amis québécois. Après 10 ans, j'ai retourné en Italie pour régler justement ma situation. Parce que tu n'avais pas fait le service militaire aussi. Exactement, j'ai été pris pour... En Italie, il y avait le service militaire obligatoire. Okay. Exact, donc j'ai été pris pour le service militaire. Il a fallu que je passe à travers tous les processus. J'ai réussi à trouver des gens bien qui m'ont comme dévoué, puis dire, OK, fais ça, comme ça. Puis je n'ai pas fait de service militaire. Par contre, il a fallu que je passe par toute la paperasse de l'immigration du Canada. Il a fallu que j'aille à l'ambassade canadienne à Rome pour faire la demande pour émigrer ici au Canada. Puis c'est là que j'ai trouvé un monsieur québécois qui m'a tellement aimé comme un fils, là, que je l'ai gardé toujours dans ma vie, jusqu'à après que je suis revenu au Canada pendant 10-15 ans, M. Louis Laferrière. Wow. Il m'a pris tellement en sympathie, puis il dit, Vincent,
il y avait une époque que je parlais les Québécois. Il dit, mais comment t'as fait? Mais je dis, Monsieur Laferrière, j'étais souvent au Canada, au Québec. J'aime ça, Montréal. Et puis, il m'a pris en sympathie. Puis, tu sais, on se voyait tout le temps. Je l'avais invité chez moi quand j'étais marié. Il est venu à souper avec sa femme. Puis, il me disait tout le temps, tu sais, j'ai fait un bon choix de te faire venir au Canada, t'es travaillant. Donc ça, c'était quelque chose qui ça faisait toujours plaisir, vraiment, là. Mais c'est vraiment une belle histoire. Ça, j'aime le côté immigrant illégal. Il faut quand même être fighter. Ça démontre un certain vouloir de rester d'un pays quand toutes les forces sont contre toi, tu sais, à quelque part. Écoute, tu sais, quand tu es dans une situation comme ça, il faut que tu restes loin du trouble. Et il faut que tu sois une personne vraiment bien travaillante, puis de ne pas déranger personne alentour, parce que tu le sais, tu tombes dans les troubles, tu te fais tout de suite exporter, va-t'en, puis retourne à ton pays. Mais quand je suis revenu ici, c'était facile pour moi parce que j'étais déjà intégré. Je parlais les Québécois, je parlais les Français, je suis arrivé ici. Je manquais pas de travail parce que ma famille, mon frère, il y avait un café, il y avait mon beau-frère qui avait le cinéma Guzzo, la discothèque. Donc, j'ai travaillé toujours pour ma famille. Puis, donc, j'ai jamais eu de misère de ce côté-là. Ça, c'est vrai, j'étais chanceux. Puis j'aimerais revenir à ton frère qui avait un café. Je crois que la pancarte Pépé's. Oui, à la mémoire de mon frère, que ça fait comme... ça fait... Oui, ça fait 4 ans qu'il est décédé. Mais c'est la vie. Quand on est immigrant illégal, il faut être exemplaire comme notre ami ici. Parce que Angelo a dit à 2 reprises sur des podcasts qu'il est un citoyen exemplaire. Donc, oui, effectivement. C'est de là que ça vient. On est des bons citoyens exemplaires corporatifs qui essaient autant que possible de redonner. Une de mes plus grandes qualités, l'humilité. Oui, et, mais clairement. J'ai reçu cette valeur d'humilité de mon père, Vincenzo, qui m'a enseigné la générosité et l'humilité. Peut-être que j'ai encore un peu de travail à faire là-dessus. Mais, je ne m'affirmerai pas là-dessus. Il y a des caméras. Comment qu'on passe de travailler pour sa famille dans des cafés, des discothèques, des cinémas à « je vais lancer une entreprise de chaussures ». Écoute, tu sais, après que je me suis marié en 85, j'ai eu, ma femme, elle a accouché de 2 jumeaux, Angelo puis Gerardo, en 86. Et puis, tu sais, je voulais. J'étais chanceux parce que la famille de ma femme, son père, il m'adorait vraiment comme un fils. Puis, il était bien à l'aise. Donc, il me voyait toujours. Il voyait que j'étais une personne travaillante, que je voulais faire, que j'avais toujours envie de faire. Et puis, ils disent, mais écoute, il faudrait que tu fasses quelque chose pour toi. Tu sais, tu peux pas toujours... peut-être tu pourrais parler avec la famille pour dire de faire quelque chose ensemble avec, mais ils n'ont jamais voulu. Donc, moi, à un certain moment, je me suis dit, écoute, il faut que je prenne les choses en main, que je commence quelque chose pour mon compte, pour moi. Je n'avais parlé justement à mon frère Giuseppe, et puis lui, il m'a dit, écoute, on pourrait faire un magasin de souliers. Puis justement, j'aimais les souliers parce que c'était numéro 1. Moi, je n'avais parlé de ça parce que sur la rue Charleroi, où mon frère y avait les cafés, il y avait un magasin de souliers qui s'appelait Armando. Puis il fonctionnait très, très bien. C'était le magasin à la mode. Tous les jeunes filles québécoises qui venaient de l'extérieur, que ce soit de Laval, de la Rive-Sud, de Saint-Jérôme, n'importe où, ils allaient chez Armando pour acheter des souliers à Montréal-Nord, là. À Montréal-Nord. Puis ils fonctionnaient très, très bien. Il y avait toujours une line-up, une file qui attendait. Puis moi, je me suis dit, tu sais, on pourrait ouvrir un magasin de chaussures. Pourquoi? Il est capable de vendre des souliers, on est capable, nous aussi. Puis c'est là qu'est venue l'idée. Puis nous, on avait justement un local chez Charleroi qu'on avait acheté, on avait acquis avec mon frère, qui était vide. Il y avait un dépanneur dedans qui avait fermé les portes. Donc on avait ce local qui était vide. Et puis on nous dit, on met des souliers là-dedans,
On n'est pas loin d'Armando, puis on pourrait vendre des souliers. Mais ça n'a pas été facile comme ça, parce que tous les fournisseurs ici à Montréal, aussitôt qu'on voulait aller acheter des souliers, tous les souliers étaient contrôlés par des gens ici, d'importateurs à Montréal. La majorité, c'était des Juifs marocains, puis ils disent, écoute, on aimerait ça te vendre, mais on ne peut pas. Tu es juste en face d'Armando, c'est un de nos clients de 20 ans, il nous achète pour 200 300 000, 500 000, 1 million par année, et toi, tu vas m'acheter pour 5 000, je ne vais pas perdre un client de 200 000 pour... Donc, je les comprenais, puis j'ai souffert beaucoup la première année qu'on a ouvert le magasin sur Charleroi avec mon frère. Puis qu'est-ce qui est arrivé après? J'ai décidé d'ouvrir un magasin à Terrebonne pour la simple raison que j'avais déménagé avec ma petite famille à Terrebonne. On avait acheté une petite maison à La Chenaise, où il y a les boissées du golf. Puis les mêmes propriétaires qui m'avaient vendu la maison, ils avaient construit une petite strip commerciale sur la rue Boulevard Maudit à Terrebonne, en face du Galerie Terrebonne. Puis je me rappelle très bien de ce monsieur-là au cavillon. Il était tellement gentil, puis il me voyait que j'étais jeune, que j'avais envie de faire, et puis tout. Mais il louait trop cher. Au premier étage, je te parle dans les années 88, il demandait comme 20 $ les pieds carrés, plus les frais. C'était énorme. Tu sais, pour un local, pour moi, je devais payer comme 30 000 $ par année. Là, c'était beaucoup d'argent. Puis je dis, écoute, si je vais au 2e étage, j'ai ouvert un magasin au 2e étage parce que je payais 10 $ les pieds carrés. Mais ça a été un succès, vraiment un succès que le monde ne s'attendait pas. Puis c'est là que c'est parti vraiment, Chaussures Rubineau. Ouais. Comment que ça a été accueilli par les fournisseurs qui à la base, avaient refusé sur Non, écoute, aussitôt que j'ai ouvert le magasin à Terrebonne, j'ai commencé à prendre des contacts avec mes fournisseurs un peu partout, puis tout le monde y était content parce que j'étais à l'extérieur, il n'y avait pas de personnes que je dérangeais, puis tout le monde me vendait. Puis, croyez-moi ou croyez-moi pas, j'ai ouvert au mois d'octobre, rendu au mois de décembre, j'avais vendu toute ma marchandise, je n'avais pas un sou de dette, j'avais payé tous mes fournisseurs, puis j'étais comme mort de rire, je faisais l'argent comme de l'eau. C'était incroyable. Puis moi, je dis, mais c'est trop beau pour être vrai. Si ça dure comme ça, je vais devenir millionnaire en peu grand temps, en quelques années. Puis là, c'est là que ça m'est arrivé l'idée d'ouvrir un autre magasin. On a ouvert un magasin à Saint-Eustache. Après ça, on a ouvert à Repentigny, on a ouvert à Rosemère. Donc, je dis, je vais ouvrir des magasins alentour de Montréal, tout dans les banlieues de Montréal, pour pas que le monde il est obligé d'aller à Montréal pour acheter des souliers. Puis c'est ça a été vraiment ma stratégie. À une époque où il n'y avait pas beaucoup de magasins dans cette région-là, disons, à Terrebonne, là, quand tu as ouvert... Écoute, il y avait beaucoup de magasins dans les galeries Terrebonne, mais c'est sûr que des petits indépendants comme moi, il n'y en avait pas. Tu sais, j'étais toute seule, puis ça fonctionnait. C'était un magasin qui faisait numéro 1, très, très bien. Là. C'est vraiment intéressant, ce succès-là. Est-ce qu'il y a une chose à laquelle tu attribues ce succès? Ça me semble un succès instantané quand en octobre, tu ouvres, puis en décembre, tu as payé tout le monde. C'était-tu la conjoncture? C'était-tu comme les nouveaux développements? Non, mais écoute, c'est les affaires. Hein? Tu sais, comment on dit, quand les affaires ils fonctionnent bien, tu es content, tu es heureux. Quand les affaires ils fonctionnent pas, tu es down, tu es déçu. Mais j'ai toujours travaillé. Même quand je travaillais, que je faisais l'argent, j'ai toujours travaillé 7 jours par semaine. Je voyais toujours plus loin de qu'est-ce que je pouvais faire, comment améliorer, comment organiser. Puis je me suis toujours organisé, tout le temps. Mais je pense que le succès de Rubineau puis mon père au début, c'est que il faisait tout lui-même. Ça veut dire que c'était un one-man show. Fait que quand tu arrives et tu as très peu de dépenses, lui, son idée, son modèle d'affaires, c'est, il dit tout le temps, low-cost operator. Ouais. Donc, maintenir tes dépenses au plus bas. De management vraiment très bas. Je faisais attention à tout. Alors, vous voyez que je ne payais pas des loyers très fous. Mes employés, je les manageais, je les organisais. Il n'y avait pas de commission, mais je donnais une paye. Je savais qu'il y a besoin dans le temps de 200 $300 par semaine pour vivre. Je donnais l'argent. Puis, je les contrôlais. On faisait. Puis moi, je faisais l'acheteur, je faisais les vendeurs, je faisais la publicité. Je m'organisais un peu de tout. Il faisait tout lui-même pour justement avoir le moins de dépenses. Mais ça prend quand même des ventes. C'est quand même... Ça, c'est les succès, là. C'est les succès de toutes les ventes.
Puis c'est les clients, comment attirer les clients. Puis j'essaie de donner aux clients le maximum que je pouvais. Moi, gagner 10 $ sur une paire de souliers, j'étais heureux, j'étais content. Même si j'avais payé 100 $, ça m'était égal. J'ai fait 10 $ de profit. Pour moi, c'était parfait. Alors, c'était toujours cette façon de voir les affaires, cette façon de travailler. Puis les clients, ils nous aimaient bien. On était là. Ils contactaient directement. Puis avec nous, c'était très bien. On entend des légendes comme quoi que vous êtes toujours promené en Dodge Caravan. Vous êtes quelqu'un de très humble. Bon, peut-être des dernières années, vous êtes gâté un peu plus, mais même Angelo, il disait comme quoi qu'il y avait honte quand vous veniez le chercher à l'école en minivan. Comment qu'on fait pour rester humble et généreux comme vous? Non, mais écoute, c'était... Moi, je me suis jamais préoccupé pour qu'est-ce que les gens y auraient pu penser. Pour moi, le plus important pour moi, d'être honnête, puis d'être une personne intègre, que j'ai jamais volé personne. J'ai toujours été une personne très honnête. Et puis si j'aurais pu, si je pouvais aider quelqu'un, ça a été toujours ma façon de fonctionner. Pour moi, il y avait pas d'honte vraiment quand tu travailles. Alors, pour cela, puis j'ai toujours... Tu sais, j'ai jamais aimé flasher puis faire que, écoute, sur la terre, on est personne. Tu sais, on est des passages, donc on essaie de rester des marques, d'être bien que le monde ait un bon souvenir de nous, puis de dire c'est une personne qui est intègre, une personne qui est bien travaillant. Ça, pour moi, c'était primordial, très bien. Et puis, ils le savent aussi comme mes enfants. J'essaie de les apprendre de la même façon que moi. Puis si je vous dis qu'aujourd'hui, comme aujourd'hui, je suis un papa, puis un grand-papa très heureux parce que je suis orgueilleux de mes 3 enfants. Comment j'ai pu y apprendre, comment j'ai appris à travailler, je les ai appris à travailler, et souvent, il y a eu des bras de fer parce que non, je ne veux pas faire ça, non, je veux pas. Puis moi, des fois avec la patience, des fois avec la force même de manger une petite tape sur les fesses, tu fais ça comme je te dis, point. C'est moi le papa, c'est moi qui décide. C'est la façon de le faire, c'est la façon de le dire. Puis aujourd'hui, qui sont papa, je les vois, puis ils apprécient parce que c'est comme ça. Il y a une citation, là, les Napolitains, ils disent que la vie, c'est comme l'escalier du poulailler. Tu sais, l'escalier dans un poulailler, ils disent que la vie est comme ça. Elle est courte, puis elle est remplie de merde. Fait qu'il y a plein d'embûches. Puis je pense que mon père, qu'est-ce qu'il dit, c'est, tu sais, quand tu es en affaires, tu essaies de bâtir une entreprise, tu dois gérer 2 jumeaux à maison. Après ça, il y a eu ma soeur. Fait que là, tu as déjà 3 enfants, on va dire, c'est une grosse famille. Puis tu essaies d'être là, tu sais. Des fois, tu n'as pas le temps de discuter. C'est « Ah oui, let's go ». Mon père, une de ses plus grandes qualités, en plus d'être un overachiever puis de travailler fort, c'est il abandonne pas puis il fonce. T'sais. Ça, c'est une des qualités que nous, je pense, on a hérité. Alors, excellent. C'est exactement ça, parce que c'est important. Pour moi, c'est vraiment important. Puis, écoute, aujourd'hui, pour moi, la plus grosse réussite, honnêtement, que j'ai mes enfants qui travaillent avec moi, qui travaillent dans ma compagnie. Pour moi, à part l'argent, les taux, qu'est-ce qu'on a, des propriétés, ça m'est égal. Mais pour moi, c'était une valeur que j'ai réussi vraiment à faire une transition entre moi et mes enfants, puis je l'espère pour eux qu'un jour, ils sont capables de le faire avec mes petits-enfants. Alors, ça, c'était des belles valeurs de quelque chose que c'est bien, puis qui reste toujours les pieds par terre. On n'est pas supérieur à personne, on est des gens terre, on aime ça travailler, on aime ça de faire des affaires, mais toujours en gardant une certaine moralité, une certaine estime de toi, que tu ne dois pas faire des affaires qui ne sont pas légales, qui sont pas... Tu sais, pour moi, c'était très important. C'est très beau. Puis vous avez devancé ma question, dans le fond. Je voulais vous entendre dire que vous étiez fiers de vos enfants. Je savais juste pas comment poser la question. Donc, vous avez répondu... Mon père, il dit, je suis fier. Il y a juste Angelo, des fois, il faut le... Mais tu sais, Francis, ça, c'est des choses là, que dans la vie, ça fait tellement plaisir. Moi, là,
Je me suis promené un peu partout. J'allais acheter des souliers, que ce soit en Europe, en Italie, en Espagne. Et puis quand tu rencontres des gens qui ont entendu parler de toi, puis disaient, mais ça me fait tellement plaisir, M. Rubino, de vous rencontrer, là. Puis croyez-moi, j'ai entendu de parler de vous souvent, puis tout le monde, il m'a toujours bien parlé. Vous êtes une personne vraiment intègre, spéciale. Vous savez toujours payer tout le monde. Vous êtes toujours... Tu sais, ça, c'est quelque chose qui ça te fait plaisir. Tu te dis, wow, tu sais, même si je n'ai pas fait des milliards, qu'est-ce que j'aurais dû faire? Mais c'est pas grave. Moi, ça m'en fout. Pour moi, qu'est-ce qui est important? Je suis riche de cette belle valeur-là. Comment est-ce qu'on calcule la richesse? Parce que je me pose souvent cette question-là, tu sais, est-ce que la richesse, c'est combien tu as de zéro dans ton compte de banque ou la richesse, c'est la santé? Tu sais, je pense que mon père, c'est ça qu'il dit, c'est aujourd'hui, c'est pas parce que tu as plus de millions que tu vas être plus nécessairement heureux, tu vois? Non, au contraire. Non. Moins t'en as, meilleur que c'est. More money, more problems. Moi, j'ai bien des zéros, mais dans l'autre sens. Écoute, sais, une journée à la fois, Frank. Ouais, une journée à Mon la fois, pas beau-père, 24. que c'était une personne vraiment que j'estimais beaucoup, il me disait tout le temps, Vincenzo, oublie jamais combien de fois tu peux manger par jour. Quand tu as mangé 2-3 fois par jour, là, tu dois comprendre. Là. Okay. Quand vous donnez les rênes à vos enfants, la vision change un peu. Comment qu'on prend ça? Parce qu'avant, Angelo l'a dit souvent sur les podcasts, Gerardo l'a dit, c'est de l'importation italienne. Eux, les jeunes rentrent, ils disent, papa, à ça va être king de la marque, on change le logo, on va vendre en ligne. Mais écoute, Francis, premièrement, là, tu dois comprendre que dans la vie, on évolue. Tu sais, il y a des choses qui changent, puis tout, puis il y a de l'expérience qui arrive. Plus quelqu'un vieillit, plus il y a du vécu. Puis, mais moi, j'ai jamais été jaloux de mes enfants. J'ai envoyé mes enfants à l'école parce que je voulais qu'ils aient un diplôme dans les mains. S'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas dans la compagnie, dans les commerces, vous avez toujours un diplôme pour aller travailler n'importe où vous voulez, puis n'importe quoi. Ça, je l'ai réussi très, très bien, puis je ne suis fier de cette affaire-là. Aujourd'hui, comme aujourd'hui, je vois mes enfants qui ont pris le rein. C'était ma décision. Je l'ai fait avec mon cœur, avec un peu d'intelligence dans la tête, parce que je me suis dit, écoute, la seule personne vraiment qui pourrait continuer à faire ce que moi je fais, puis les comprend très, très bien, qui est sérieux, plus pas parce que j'enlève rien à Angelo, j'enlève rien à Sabrina, c'est Gerardo. Puis ma décision, ça a été comme ça, mais c'était très, très bien accueilli par tous les trois. Puis écoute, j'enlève rien à personne parce que Gerardo, il a ses qualités et ses forces, comme Angelo, il a ses qualités et ses forces. Tu sais, on ne peut pas être tout le monde dans le même bateau ou tout le monde dans la même vision. Mais je peux te dire une chose, que moi, là, je les vois aujourd'hui, tous les trois ensemble, c'est une force. C'est vraiment quelque chose de bien. Puis c'est pour ça que je dis, regardez, restez toujours unis. Gerardo, il est bon dans certaines affaires, dans les chiffres. Angelo, il est bon avec le marketing, avec des gens. Il y a tellement de charisme, il y a tellement... Sabrina, c'est une fille qui a tellement de joie, puis elle voit des choses. Puis, tu sais, on a toujours dit que 4, ils voient mieux que 2. C'est quelque chose de... Je pense que la question, c'est de la façon que ça a évolué avec le temps. La compagnie que tu as commencé, là, quand tu as ouvert un premier magasin à Montréal-Nord, ensuite à Terrebonne, quand tu regardes ça aujourd'hui, là, puis tu vois où est-ce qu'on est rendu, c'est quoi ta première idée quand tu vois Mais écoute, Angelo, je suis content où est-ce qu'on est rendu et tout, mais je vois aussi une chose, que vous avez tellement de potentiel qu'on peut se rendre encore mieux, encore plus loin, parce que le potentiel il est là. Puis croyez-moi, beaucoup de monde dans l'industrie de la chaussure, tu sais, j'ai eu très peu d'amis dans la chaussure, et puis je peux en nommer comme Robert Lapointe, qui est décédé, Douglas Brownstein, qui était jeune aussi, quasiment de mon âge, il est décédé.
Il y en avait comme d'autres personnes, Pierre Gadouri qui est à Québec, il y avait des compagnies de fabrication de bottes pour hommes, pour femmes. Il y avait Christian Bergeron qui aussi est décédé. C'était un grand ami aussi de la compagnie Régence. Tous ces gens-là, il y avait tellement d'estime pour moi. Là. Ils me disaient tout le temps, ils disaient, Vincent, quand on te voit, là, t'as le cœur au ventre. Vraiment, tu veux réussir avec ton travail, t'es tellement travaillant. On n'a jamais vu quelque chose comme ça, puis on sait qu'un jour, tu vas réussir. On ne sait pas quand. Ça peut prendre 5 ans, 10 ans, 20 ans, 50 ans. Peut-être que ça n'arrivera jamais. Mais on sait que tu vas réussir, que ça va arriver. Parce que ça n'a pas été un succès qui a été instantané. Je veux dire, tu as parlé que Terrebonne, ça a été un succès. Écoute, ça a été beaucoup de souffrance, beaucoup de travail. De stress, de travail. Puis... Mais, tu sais quoi, j'ai été toujours capable de m'entourer des gens très bien avec moi. J'ai Carlo qui est encore avec moi depuis que j'ai commencé la première journée. Hein? Il y avait comme 18 ans, Carlo. Il est rendu à 55, 50, 52, 3. Tu sais, ça fait beaucoup d'années. Tony Fundaro, il est avec moi, ça fait une vie. C'était un ami qu'on sortait ensemble, on allait à l'horizon, on allait dans les discothèques. Puis il est resté avec moi à travailler. Eugenio, la même chose, on était amis, on sortait ensemble, toute la gang, puis on est encore ensemble parce qu'ils ont tellement d'estime pour moi. Moi aussi, j'ai beaucoup d'estime pour eux. Ils ont toujours été des amis, ils vont rester toujours des amis. Ces personnes-là, pourquoi ils ont resté avec moi? Parce que j'ai quelque chose de bien aussi. Je veux dire, je les traite comme des personnes humaines, je les traite comme la famille. Ils ont eu des problèmes, j'ai toujours été présent. Ils ont venu me raconter, ils ont venu me parler. J'essaie toujours de donner des bons conseils, d'organiser, qu'ils soient bien. Pour moi, c'est primordial. Tu sais. On a passé tellement de gens. Tu sais. Si je regarde depuis que j'ai ouvert les jours 1 chez Robineau jusqu'à aujourd'hui, peut-être on a passé 10 000 personnes qui ont travaillé pour Robineau. C'est incroyable. Là. Combien de monde qui a passé? Oui, le détail, c'est comme ça. Right? C'est des jobs ça change, il y a beaucoup de monde qui revient. Mais c'est... Nous, on reste toujours une petite entreprise familiale. Puis j'aime ça. Mais est-ce que tu te rappelles aussi à Terrebonne, quand tu as engagé la première, je pense que c'était... Parce qu'il y a eu aussi ta sœur. Oui. Ma tante Sophie. Nathalie. Il y a eu Nathalie aussi. Je pense que ce serait bon qu'on prenne au moins le temps de les nommer parce que c'est assez exceptionnel. Nathalie Jeté, qui est encore... Elle travaille encore avec Rubino. Et son conjoint, Giuliano, ils se sont rencontrés. Puis ça, c'est des gens là, qui ont commencé au début, là, quand on était justement à Terrebonne, Rosemère, au tout début. Ils sont encore là, puis ils travaillent encore. Aujourd'hui, quand je la vois, des fois, je passe dans les magasins, elle me voit, elle vient me voir, « Ah, Vincent, comment ça va? » Puis elle dit, hey, « T'as toujours eu la vision de dire, tu sais, je disais, Nathalie, un jour, je vais faire des magasins que le monde, il faut qu'il rentre avec, comme chez Steinberg dans le temps, qu'elle allait faire sa commande avec la carrosse. Puis donc, je le voyais comme ça, je le veux faire. Tu sais, puis, oublie jamais, le premier magasin de grande surface qui était ouvert au Québec, c'était Vincent Robineau, à Rosemère. Disons, dédié juste à la chaussure. Deuxième étage, 4000 pieds carrés. Toutes des chaussures. J'avais même pas d'étagère. Les chaussures sur les planchers par terre. Puis les groupes Paldo, que c'était une institution. Dans le temps, il y avait comme 150 magasins. Ils regardaient. Moi, j'achetais de leur importation parce qu'il y avait une compagnie, une division qui importait puis vendait un peu à tout le monde. Moi, j'achetais de la marchandise chez eux. Puis ils n'en venaient pas. Mais comment ils fait pour vendre toute cette marchandise-là? Puis c'est là que ça y est venu l'idée dans la tête. En regardant mes magasins, il dit, on va ouvrir des magasins pour compétitionner avec Robineau. Ils ont ouvert la division des globaux. Donc, c'est moi qui avais donné l'idée. Et puis moi, en regardant ça, c'est là que j'ai fait tout un virement complètement. Je dis, tu sais quoi, je vais me déstaquer de cette importation-là, de cette affaire des Chinois, Je vais commencer à importer des affaires d'Italie, plus de qualité. Puis ça, écoute, j'ai passé à travers... beaucoup d'exploits. Puis quand Girardeau est arrivé, après quelques années, Girardeau, quand il a fini ses études en droit, il a voulu travailler pour l'entreprise familiale. J'ai commencé à aller voyager avec moi un peu partout, en Italie, en Europe. On allait dans des shows. Et puis c'est là qu'il y a eu le flair vraiment des affaires. Et il a commencé à avoir le goût des affaires parce que, tu sais, quand même...
on est background comme mon beau-père, il était un très bon homme d'affaires et qui travaillait avec Saputo. C'était comme son bras droit à un certain moment avec la division Stella qui importait tous les fromages partout d'Italie, de France. Puis il parlait souvent avec mes enfants, les grands-papas. Puis il a donné ces goûts-là des affaires aussi à Gerardo. Puis quelques années plus tard, justement, Gerardo, il voyait la façon que ça fonctionnait en Italie, parce que les prix n'arrêtaient jamais de monter. En Italie, là, c'est compliqué. La manufacture, dans les années 90, il était une paire de souliers, il coûtait comme 20 000 lire. Aujourd'hui, il coûte comme 60 €. C'est rendu 300-400 fois plus. C'est incroyable. Donc, tu achètes un soulier qui en Italie, c'est de qualité, mais le monde ne sont pas habitués, ils n'ont pas cette culture ici. Ici, c'est une culture qui est différente. En Italie, les hommes, ils vont acheter un paire de souliers, mais ils veulent le meilleur. Tout en cuir, se mêle en cuir à l'intérieur, ils vont dépenser 300-400 € pour un paire de souliers. Ici, tu apportes un soulier là, mais ils sont malades, ils ne sont pas confortables, ils sont durs comme la roche. Puis... Je pense qu'ici, juste même le climat fait en sorte que ce genre de type de produit-là, les gens aujourd'hui ils veulent aussi une marque, un label. C'est ça aussi qui donne la crédibilité au produit, qu'un produit fait en Italie, ça n'a plus la même valeur aux yeux des gens, que peu importe le pays où est-ce qu'il est fabriqué. Non, exactement. Je pense pas que les gens sont encore plus au courant aujourd'hui. C'est juste que oui, on mais aujourd'hui, payer, c'est plus casual. Les gens, ils veulent du confort, ils veulent quelque chose, des marques qu'ils connaissent, des marques américaines, Michael Kors, Nike, Adidas, Puma, des marques Clark, Hush Puppies. Ça change. Puis justement, Gerardo, il a eu le flair, il a eu cette vision-là de rendre juste des marques chez nous. Puis ça a été comme boule de neige, c'était numéro 1, c'était excellent. En parlant de culture, je vais poser la question à Angelo parce que d'habitude, il prend beaucoup de place, puis là, il était un peu tranquille. Comment on fait pour instaurer une culture d'entreprise familiale, Angelo? Comment que ton père a fait? Je vais te poser la question, fait qu'après, ton père pourra débattre si tu as raison ou tort, pour que les enfants aient envie de s'y intéresser, que premièrement, créer la culture d'entreprise, mais aussi pour que les enfants aient le goût de travailler avec leur père. Comment il a fait ça? Francis, premièrement, c'était pas un choix. Il n'y a rien qui m'a été comme... C'était comme t'as pas le choix, là. Mais non, je pense que pourquoi on s'est intéressé à un jeune âge, il nous a impliqués dans les opérations, il nous a donné des responsabilités. Fait que veux pas, c'est dans ton sang. Moi, travailler avec le public, j'ai toujours aimé ça, ce contact-là. Le retail ou la vente au détail, c'est ça qui est amusant, c'est que tu as ce contact-là avec les gens. J'ai toujours aimé ça au niveau des opérations du magasin. Fait que, en travaillant, ça te donne le goût, right? Si tu restes à la maison, puis, je sais pas, tu joues aux jeux vidéo, mais puis tu sors pas, ben tu restes pris comme dans ce genre de bulle-là, puis tu es désintéressé. Mais nous, on était toujours intéressés, on voulait toujours que ça grandisse. Puis il nous a fait comprendre à un jeune âge que si on avait du succès là, on pourrait faire d'autres choses, tu sais, on pourrait... Non, mais tu sais, Francis, je sais pas si Angelo, il se rappelle, il y a des souvenirs de cela. Peut-être dans ce temps-là, il avait 8-9 ans. Il était vraiment jeune, mais lui puis son frère Gerardo, ils étaient tellement actifs. Ils ont toujours été des jeunes très actifs. Hein? Et ils étaient dangereux. Tu ne pouvais pas le laisser tout seul, puis ils te font des affaires. Ils vont chicaner avec un petit voisin à côté, ils vont faire un mauvais coup à toi. Tu sais, tu devais l'avoir toujours sous contrôle. Puis moi, en toute sa chance-là, j'avais comme un peu de mal, parce que ma femme me donnait un coup de main aussi dans les magasins pour essayer, parce qu'il a toujours été une bonne vendeuse, numéro 1. Puis je dis, tu sais, les enfants, je ne veux pas les laisser avec un étranger, quelqu'un à la maison. Donc, je les apportais avec moi. Puis pour les encourager, j'avais fait faire des plaquettes. Alors, Angelo Rubino, futur vice-président, Gerardo, directeur général. Tu sais, venez, puis moi, je vais vous donner une paye, là. Aujourd'hui, là, on travaille, puis la paye, là, c'est $100, $100. Tu sais, je donnais.
Puis j'ai donné un livre de compte des banques, j'ai dit, ça c'est ton livre de compte, regarde combien d'argent que tu as. Je l'ai encouragé toujours comme Ouais, ça. c'est ça a été a très toujours motivant. été. Ça a été Ça a motivant toujours parce été. qu'arrivé à un certain âge, on avait accumulé une belle somme puis on était capable de faire un investissement immobilier. Je pense à... À Saint-Sauveur, 3 maisons. Je n'ai acheté une chaque. Angelo, Gerardo et Sabrina. Tu sais, il y avait comme 30-40 000 $ chaque. Wow. C'était incroyable. Là. En étant des enfants, right? Parce qu'on travaillait, on va dire que c'était 100 $ par semaine. Bien, c'était motivant. Puis en même temps, tu travailles pour toi-même. Fait que mon père, je pense qu'il nous a toujours donné cette culture-là de, premièrement, du travail, puis de montrer l'exemple. Fait que si c'est toi le boss, bien, il faut que tu travailles plus fort que les autres parce que qu'est-ce qu'ils vont dire si tu es assis en arrière, là, puis tu lis, lui, il disait ça, tu lis le journal, là. Qu'est-ce qu'ils vont faire quand tu n'es pas là, quand le boss n'est pas là? Ils vont faire la même Ils vont chose. lire le journal. Fait que lead by example. Je pense que c'était. Puis je m'en rappelle très bien de l'étiquette. Je réalise qu'il va falloir que je revise le salaire à ma fille. S'il était payé ce Jeanne, prix-là en je vais y 95, parler. ouais, Je vais c'est dire ça qu'il vaut faut qu'elle l'épisode. renégocie Ouais, il faut qu'elle renégocie. Son salaire. En 2022, on a un grand-papa. Si on veut voir Vincenzo sourire, on a juste à avoir des petits-enfants dans la place. Il n'y a Ben, plus écoute, rien d'autre qui compte. Je suis vraiment très heureux de ce côté-là. Tu sais, j'ai 4 petits-enfants, j'ai 3 belles petites filles. Là. J'ai Tiffany qui a 7 ans, Clara qui a 6 ans, Vincenzo il vient d'avoir 1 an, Sophia qui va avoir 1 an bientôt, c'est moi ici dans quelques semaines. C'est incroyable. Puis Sabrina, qui a un autre bébé, je vais être un grand-père heureux de 5 petits-enfants. Là. Écoute, pour moi, là, c'est incroyable. Puis je voudrais en avoir 50. C'est pour moi... On va y mettre pour en moi, production. c'est la richesse, c'est ça. C'est les enfants, c'est... Mon père, il vient d'une famille de 8 enfants. Puis lui, il dit toujours qu'il aurait voulu en avoir comme 10. Puis il me dit, mais Angelo, moi, c'est quoi le problème? Mais fais-en 10. Je dis, OK, mais c'est qui va s'en occuper? Mais qu'est-ce que tu t'en fous? Mais tu leur mettras des plaques. Tu les envoies au magasin. Je vais leur mettre des petites name tags. Tu peux Je vais en dire, avoir 30, un par magasin. Ben, c'est ça un petit peu l'idée, Non, right? mais Cheap la labor. force, c'est ça la force. C'est... Cheap labor, c'est la force. C'est pas du outsourcing, c'est du insourcing. Insourcing. Comment est-ce que tu trouves des moyens pour essayer de relaxer un petit peu, arriver à l'aube quasiment de... Tu sais, t'as quel âge maintenant? 64 ans. 64 ans. Oui. Comment tu fais pour relaxer? Puis comment t'entrevois commencer à ralentir un peu? Angelo, 64 ans, c'est très jeune. Écoute, on prie toujours le bon Dieu qui nous garde en santé longtemps. J'aime travailler, j'aime faire, j'aime continuer. Pour moi, ça me fait sentir vivant. Ça me donne de l'adrénaline pour stimulation que quand Ça je te vois un garde projet. actif. Exact. Quand je termine un projet, je le regarde et puis ouais, je suis tellement fier, tellement content. Puis en plus, je vois que mes enfants, ils progressent, ça va bien. Tu sais, cette valeur, des fois, qu'on arrive à un certain âge, on n'a plus à rien faire. Là. Qu'est-ce que tu vas faire? Mais disons que Cette mon père valeur, s'occupe plus des opérations dans Rubino, dans les chaussures. Il n'est pas du tout impliqué, mais il s'occupe de la division plus immobilière. Fait qu'il est très impliqué dans les projets de construction. C'est lui qui est là-bas, puis il fait le contremaître. Il aime ça être sur le chantier. Il aime ça être sur le terrain de guerre. Puis disons que quand lui est là, ça bouge pas mal plus vite. Puis n'importe qui a travaillé avec lui, ils vont dire « tabarouette ». Il y a beaucoup d'énergie, disons. Non, mais il faut donner l'exemple. Il faut... Et tu peux pas dire, hey, moi, c'est moi, là, écoute. Non, tu donnes l'exemple. Il y a des gens qui, des fois, sont pas capables de les voir la même vision que toi, de dire, écoute, cette affaire-là, on le fait de cette façon, viens ici, je vais te montrer, fais-moi-le comme ça. Puis... Il sait faut qu'est-ce pas qu'il veut, avoir, disons. Il faut pas être gêné, il faut pas être... Il y a rien de mal à ça. Puis j'aime m'impliquer, de me garder en forme, de bouger. Est-ce qu'il y a une question qu'on n'a pas posée, un sujet abordé ou quelque chose qui pourrait être pertinent pour nos auditeurs? Non, pas vraiment. Écoute, je pense que j'ai pas de sujet ou de questions que je peux être gêné à... Il voulait remercier aussi sa femme, ma mère, Angela. Surtout. C'est un oubli. On va la saluer. Allô, maman.
Peut-être Allô, un jour dans allô. un autre épisode. Mais je pense que déjà d'avoir mon père qui s'est assis avec nous, c'est assez exceptionnel parce que c'est très dur de l'avoir, comme il est très occupé, puis qui ait pris le temps. Là. C'était comme, quand j'y ai dit il y a quelques semaines, hey, on va faire un épisode spécial, on est rendu au 20e épisode d'un Espresso avec Angelo, faudrait que tu sois, on aimerait ça que tu sois notre invité. Puis il y a bien du monde qui m'ont demandé, hey, ça serait le fun de voir puis d'entendre ton père. Puis il était comme, mais qu'est-ce qu'on va parler? Mais qu'est-ce que je vais faire? Mais non, t'es-tu malade? Il me disait ça, t'es-tu fou? Je disais, fait que déjà, je suis comme très agréablement surpris qu'il ait pris le temps de s'asseoir. Puis je pense que ça a été très senti, tu sais, très real, très authentique comme façon de livrer l'histoire. Puis j'étais tellement content d'avoir enregistré ça parce que mon souhait, c'est qu'un jour, mes enfants peuvent voir ça, tu sais. Mais moi, j'espère qu'un jour, je peux y raconter ça. Oui, mais ils vont pouvoir le voir aussi. Dans 20 ans, dans 30 ans, ça serait le fun. On va jumper dans le segment Express. On te pose des questions, puis tu décides entre les deux. On sait que tu es venu ici à titre d'immigrant illégal au début. On a appris ça maintenant. Si tu avais à choisir entre le Canada ou l'Italie, c'est quoi le meilleur pays? Le Canada. 100 000 $, 100%. 1985 ou 2022? Oh, en 85, j'ai très bien aimé. Le nightlife. Le nightlife. C'est ça qu'on dit, si tu te souviens des années 80, c'est que tu les as pas vécues? Écoute, j'ai toujours eu une très belle vie. Tu sais, j'ai été choyé de la vie. Peut-être il y a quelqu'un qui est en haut, il m'aimait beaucoup, mais ça a été difficile, c'était dur, mais j'ai toujours eu du plaisir, j'ai toujours eu du fun, puis je regrette rien, vraiment. Et je retournerai en arrière et je ferai la même chose, peut-être pire. Exactement la même chose. Il dit pire. Exactement, peut-être pire, plus. OK. Interesting. Piou. En deux endroits mythiques, si on dit l'Astre 5 ou l'Horizon, Ben écoute, c'est différent. À l'Astre 5, moi, j'ai été gérant. Je me suis un peu occupé de la place. Je gérais. Tous mes amis venaient là. Quand j'allais à l'Horizon, j'étais comme un invité et tu ne pouvais pas trop bouger. Puis il faut dire que l'Horizon, c'était une place où il y avait plus de gens qui étaient âgés. Moi, j'avais comme 18, 19 ans, 20 ans dans le temps, mais il y avait des gens de 35, 40 ans, beaucoup de gens qui étaient divorcés, puis ils étaient là, ils allaient à l'Astre 5 pour des rencontres. à l'Horizon. À l'Horizon, excusez-moi. Puis non, mais l'Astre 5, ça a été une expérience pour moi, oui. Chaussures italiennes ou bottes de travail? Ah, je suis sur l'italienne, 100 000 $. Est-ce que tu préfères acheter des souliers ou vendre des souliers? Fait qu'est-ce que tu préférais quand tu allais en Italie visiter des usines, puis là, tu plaçais une commande, ou d'être juste là puis les vendre? Mais écoute, pour moi, la vente, ça a été... J'ai bien aimé la vente. Moi, j'étais un vendeur numéro 1. Dans les premiers 2-3 magasins, quand j'avais le temps, je travaillais tout le temps dans les magasins. Jusqu'à... quand j'ai eu, je peux dire, 12, 13, 14 magasins, je faisais les tournées des magasins une fois par semaine, minimum. Wow. J'allais dans tous mes magasins, j'organisais. Puis souvent, je travaillais dans les magasins comme vendeur. Les clients y arrivaient, j'aimais ça servir, j'étais très bon. Mais après, avec le temps, tu ne pouvais pas tout faire. Là, c'était incroyable, mais... On aime mieux vendre. Les deux. Je peux pas dire que j'aime une plus que l'autre, mais j'aimais ça, aller acheter des souliers en Italie, faire la tournée des usines. J'ai appris beaucoup. Tu sais, pour fabriquer un paire de souliers, là, il y a plus que 100 opérations. Le monde il dit, c'est faire un soulier, c'est-à-dire, il y a plus que 100 opérations. Acheter la semelle, acheter les cuirs, après faire les mules, faire la forme pour les souliers que tu dois faire, de travailler les cuirs, de faire la tomaille, de tout coudre, après le montage, la colle, ici, les séchages, les poliments, les boîtes, le papier. Il y a plus que 100 opérations pour faire un paire de souliers. C'est tellement complexe, c'est incroyable. Puis toutes les usines-là, je l'ai toutes compris parce que c'était devenu mes amis. Je faisais la tournée pour aller voir les ouvriers qui travaillaient dans les usines. C'est spectaculaire, là. C'est quelque chose, une expérience vraiment inoubliable. Là. Laval ou Tremblant? Ben, écoute, j'aime beaucoup Laval. Tremblant, à la fin de semaine, c'est bien. Mon père, c'est un cuisinier hors pair. C'est lui le chef. Fait que j'aimerais essayer de demander pizza ou pasta.
pasta 5000 fois, tout le temps. Moi, je mangerais 3 fois par jour la pâte. OK. Pour déjeuner, pour midi, le soir, la pasta, j'adore la pâte. Mais il faut savoir la faire aussi. Ça prend la bonne recette, la bonne sauce. Quand c'est bien, tu manges vraiment des pâtes, c'est spectaculaire. Là. Puis le monde, il pense, mais les pâtes, c'est engraissant, c'est pas vrai, là. Moi, j'adore les pâtes, mais achète les pâtes de qualité. Il y a des pâtes qui se vendent comme à 8, 9, 10 dollars le paquet de 500 grammes. Mais c'est toute une différence des pâtes. Avec une sauce fraîche faite en 5 minutes, juste des tomates frais, avec un peu de basilic, un peu de piment fort, de l'ail. On va faire les recettes de Vincenzo. Ça va Avec être un peu de parmesan dessus. Qu'est-ce que tu vas avoir plus que ça? Des fois, je m'en vais dans des meilleurs restaurants à Montréal. Ils sont même pas capables de faire un plat de pâtes. C'est incroyable. Des fois, je veux me lever, je veux dire, mais Chris, je vais vous montrer comment le faire. Là. Bon, mais shout-out au restaurant à Montréal qui ont réouvert. Si jamais vous voulez avoir quelqu'un qui vient vous montrer comment je voudrais faire. aller faire du Mon bénévolat. père, il va aller faire du bénévolat. Il va vous montrer comment faire des pâtes. Exact. Anytime. C'est pas que les pâtes font engraisser, c'est qu'on en mange trop. Mais on en mange trop. Tu sais, une assiette de pâtes, c'est normal là, pour une personne normale. Là, je veux dire. Mon père, à chaque repas, il doit avoir des pâtes, by the way. Et du pain. Et tu sais, les 3 P là, qu'il faut que tu évites. Faut pas manger. Lui, Moi, mange les 3. comme en Italie, les gens mangent très peu de viande rouge, beaucoup de carbs, donc beaucoup de pâtes, Oui, des pain. légumes, des légumineuses. légumes. Il y a pas des beaucoup d'obèses, fèves, non? d'ici, c'est de savoir suivre une diète. Puis, tu sais quoi, j'ai 64 ans. Je n'ai jamais fait de diète dans ma vie. J'ai Wow. toujours mangé ce que je voulais. J'ai toujours mangé à ma faim. Je me suis jamais privé de rien. Puis, écoute, je suis pas un style manichéen, mais je me défends. Pour mon âge, je me défends pour très son bien. âge. Vous Je défendez pense très que bien. Je suis bien dans ma peau. Je me sens bien dans ma peau. C'est ça C'est ça l'important. qui est important. Mais quand tu vas pouvoir voyager, là, parce qu'on s'entend qu'en ce moment, c'est plus difficile, c'est où est-ce que tu aimerais aller voyager en premier? Est-ce que ça serait d'aller en Italie voir ta famille? On a une maison au Ah non, mais Mexique. écoute, Angelo, moi, là, je veux travailler cette année. On a beaucoup de projets à faire. 2022, pour moi, là, ça va être une année. Mais rendu au mois de janvier l'année prochaine, je vais aller au Mexique. Je vais me reposer là-bas pendant 1 mois ou 2 mois. J'aimerais ça. Après ça, je veux aller en Italie. Je veux faire une place en Italie, un pied à terre qu'on aille. Puis quand on arrive dans notre petit village, on est sur une montagne à 1700 pieds de hauteur au niveau de la mer. On descend à la plage, 20 minutes pour descendre à la plage, c'est spectaculaire. Tu es dans une montagne, tu as de l'air très pur, très, très bien. Tu as de l'eau que tu bois, des sources que tu la bois. C'est quelque chose d'incroyable. Puis les gens là-bas, c'est des gens qui sont bien relax. Ils n'ont rien. Ils sont pas riches, mais ils sont tous heureux, tous contents. Puis tout le monde, il fait la belle vie. La bella vita. Fait que dans le fond, si je comprends bien, tout le monde, il mange bien, tout le monde n'a pas de stress, rien. Pourquoi? Moi, ça fait 51 ans que je suis au Québec. Ça fait 51 ans que je peux passer un Noël en Italie. Puis j'aimerais tellement, là. Parce que c'est le plus beau temps de toute l'année de passer un Noël en Italie. Tu sais, l'été, j'ai été souvent au mois d'août. Il y a beaucoup de migrants, beaucoup de gens. Il y a toujours des fêtes, des parties dans les rues. Mais le temps de Noël, c'est vraiment magique en Italie, là. Et il neige aussi. Parce que lui, sur une montagne là-bas. Oui, il y a toujours de la neige. Non-Vivel, hein? Il y a 2-3 000 habitants, je crois, si tu calcules les poulets. Non, même pas. Il y en avait 1700, 1800. Peut-être qu'ils sont rendus à 2000 maintenant, mais c'est correct. C'est un petit village. Un petit village, mais c'est bien. Ils sont tous des amis. Ils se connaissent tous. C'est beaucoup des grandes familles qui sont toutes des cousins, des oncles, le père, le fils. Tu sais, c'est tellement lié une avec l'autre là qu'ils sont toutes comme une grande parenté. Mon père il nous envoyait là-bas voir sa mère, notre grand-mère, quand on était jeunes. Puis on passait 1 mois là-bas. Puis aussitôt que tu te promènes dans la rue, on va dire, puis les gens, ils t'ont jamais vu, là. Ils disaient « Hey, t'es-tu le fils de Vincenzo? » Déjà, ils savaient. Puis là, aussitôt qu'on faisait un mauvais coup,
Le lendemain, on recevait un appel de mon père. Là, ils m'ont appelé, ils m'ont dit, t'as fait ci, ça, ça. Parce que lui, il savait qu'il ne se tenait pas en place. Il arrivait là-bas, il faisait juste des mauvais coups. À chaque fois dans le village, on faisait des bordels. Fait qu'on allait à chaque été, on passait un mois. Tu sais, à 12, 13, 14 ans, tu restes à l'extérieur du village, tu te promènes dans les rues jusqu'à 2, 3 heures de la nuit, là, personne qui te dérange. Tu sais, c'est vraiment comme une famille, là, tout le monde y est là. Oui. Ça a été une super belle conversation, puis j'apprécie, Frank, que tu as accepté de mener l'entrevue, puis merci à mon père de s'être prêté au jeu. Mais le plaisir, c'était tout pour moi. Merci beaucoup. Fait que on n'a plus qu'à se souhaiter Cent'anni. Cent'anni. Merci. Cent'anni. Salute. Salute. Et my friends, it's a wrap.